Bonsoir à vous fidèles téléspectateurs qui ne manquez jamais une minute de ce programme agro-sylvo-pastoral. Réussir à produire du poisson à hauteur du besoin national demande une autonomie de la production des alevins. Pour vous permettre une meilleure connaissance des techniques utilisées pour la reproduction artificielle des Clarias garhiapilus, nous sommes descendus dans une ferme de multiplication alevine et vous offrons le film documentaire à ma suite. La production du poisson d'élevage est grandement tenue à la base par la maîtrise de la multiplication des alevins. Les alevins constituent pour le pisciculteur une véritable ressource, tant par leur qualité que par leur quantité, qui arrivera à terme en grossissement. Les alevins de mauvaise qualité induisent des pertes considérables chez le producteur. Pour le pisciculteur ambitionnant une production intensive, il est important de produire artificiellement ces alevins pour espérer rentrer dans des marges bénéficiaires à hauteur de l'investissement consenti. Pour en apprendre, nous avons mené une enquête dans 2 fermes de production distinctes, mais aux objectifs similaires. L'espèce choisie ici, c'est le poisson chat-africain ou silure, de nom scientifique Clarias garhiapilus. En ce jour, nous préparons une propagation artificielle du Clarias garhiapilus. La propagation artificielle du Clarias garhiapilus ici a pour objectif de fournir des alevins en quantité, en qualité et en toute saison pour les producteurs de poissons de table. Ainsi, grâce à cette production, grâce à la propagation artificielle, il est possible maintenant de contrôler le stock d'alevins disponibles sur le terrain. Déjà parce qu'avec les limites de la reproduction naturelle qui est saisonnière, le ramassage en nature ne permet justement pas de fournir des stations de grossissement en alevins de qualité et en quantité durant toute l'année. Pour parvenir à terme de cette production artificielle, plusieurs étapes sont à franchir. En premier jet, le choix rigoureux des géniteurs. Ils doivent être âgés d'1 an minimum, bien portants et ayant atteint leur maturité sexuelle. La sélection des géniteurs est une étape très cruciale pour la réussite d'une reproduction artificielle parce que les caractères génétiques sont transmis des parents vers la progéniture, autant pour moi. Raison pour laquelle il faudrait sélectionner des géniteurs qui ont de très bonnes performances, c'est-à-dire des performances de croissance et des bonnes performances de reproduction également. On va regarder les gains de poids journaliers généralement, la capacité à croître, le taux de suivi des larves et tout ce qui va avec. Pour des personnes détenant des étangs ou des bacs bétonnés, l'on pourra passer à une vidange du bassin pour sélectionner les meilleurs sujets. C'est la pêche de capture. Cette capture des géniteurs peut également se faire dans les face-tanks avec son épuisette ou par vidange. Après ce volet, il est important de passer à la pesée pour avoir le poids exact des géniteurs. Nous continuons donc en fait notre pêche et choix des géniteurs. Donc après dans le choix des géniteurs, on va passer à la pesée de ces géniteurs-là. Lors de la pesée, la maturité sexuelle est vérifiée et elle diffère selon qu'on soit en présence du mâle ou de la femelle. Pour sélectionner un géniteur, mâle ou femelle, il faudrait qu'il réponde à ce nombre de critères. Le premier critère chez les géniteurs, déjà, c'est l'âge. Il faudrait que ces poissons aient au moins 1 an d'âge. C'est vrai que chez les femelles, 8 mois pourraient suffire, surtout lorsqu'on est en saison de pluie. Alors, une fois l'âge, déjà, regardez, on peut observer les papilles génitales de ces poissons-là. Chez le mâle, la papille génitale déjà est allongée et conique. Généralement, si elle est de couleur foncée, on peut déjà choisir ce mâle-là pour la reproduction. Par ailleurs, chez la femelle, la papille génitale est arrondie, elle est ovale. Et lorsqu'elle est de couleur rouge foncé, également bien rosâtre, également, elle est bonne pour la reproduction. Il y a un autre élément qui permet également de sélectionner une femelle, c'est la forme du ventre et également le toucher. C'est-à-dire que le ventre doit être arrondi et doit être doux au toucher. Nous allons donc procéder justement à ces différents critères
pour sélectionner en fait nos géniteurs. On a donc ici une femelle qui a déjà été identifiée. On peut très bien observer que le ventre est arrondi et lorsqu'on touche, il est doux au toucher. C'est déjà donc un signe de maturité sexuelle. Tenez pas mal. Voilà, on a donc la papille génitale qui est arrondie et légèrement bombée. C'est un signe de maturité. Et lorsqu'on peut faire un léger massage abdominal là, on peut observer directement les œufs. Alors, les œufs sans sang également, qui est un très bon signe. Ensuite, nous avons un mâle. On peut très bien observer également la papille génitale qui est allongée et de forme conique. Les géniteurs sont alors placés dans des bacs pendant au moins 3 heures pour acclimatation. L'acclimatation permettant aux poissons de retrouver une température adéquate aux conditions de reproduction requises. Après la sélection des géniteurs, nous avons mis les géniteurs maintenant en stabulation, en repos. 5 heures avant l'injection, question de stimuler déjà le stress de la reproduction. Le poids connu de la femelle permet de lui administrer la dose d'hypophyse correspondante. L'étape suivante est l'injection de l'hypophyse à la femelle. Nous allons procéder à l'injection hormonale de la femelle pour stimuler la maturation des ovocytes. La quantité d'hormones utilisée en fonction en fait du poids de l'animal. Ainsi, on a besoin avec des hormones comme l'ovuline ou bien l'ovaprime de 0,5 ml de substance hormonale pour 1 kg de poids. Cette hormone peut être fabriquée sur place à travers son extraction dans le cerveau du mâle ou de la femelle adulte. C'est justement cet extrait hypophysé là en fait qui est la technique qu'on utilisera aujourd'hui. Donc à ce jour, nous allons donc utiliser 2 mâles dont l'un va nous servir de donneur d'hypophyse et l'autre va nous servir de donneur de testicules. Comment se passe le processus? Il y a différentes étapes qu'on va donc parcourir à présent. Déjà c'est la pêche du géniteur mâle. Ensuite, on va ouvrir le crâne pour retirer l'hypophyse qu'on va ensuite broyer dans un mortier de laboratoire. Et après cela, et cette solution finale, cette solution mère, sera utilisée pour réduire la maturation chez les femelles. Cette technique ne va pas faire intervenir les hormones synthétiques. Et déjà, c'est un pas ici vers la qualité entre guillemets bio de la production d'alevin au sein de notre ferme. La production hypophysaire naturelle nécessite une formation adéquate. Faute de maîtriser ces méthodes, le pisciculteur peut acheter cette hormone dans des boutiques spécialisées de la pratique piscicole. Pour la fécondation, on a besoin d'avoir des œufs matures. Pour avoir des œufs matures, on fait une injection hormonale. Ça, c'est l'hormone qu'on utilise pour le faire. Ça s'appelle l'ovaprime. On injecte sur la femelle et ça accélère la maturation des œufs. 24 heures plus tard, on peut avoir des œufs qui peuvent être fécondés et ensuite incubés. Après 48 heures, on a des larves. Donc, ça c'est l'hormone, comme j'expliquais. C'est l'élément essentiel pour le pisciculteur. Le poisson femelle pêché, ausculté et pesé, laissé en bac d'acclimatation et ensuite ressorti pour être mis sous une table. Cette dernière est tenue avec délicatesse sur la tête par un couvert propre couvrant les yeux pour éviter à l'animal de stresser. Il est également immobilisé par la queue pour sa stabilisation. Le second opérateur se charge de préparer le sérum à injecter et l'administre par injection intramusculaire sur la colonne dorsale de la femelle Clarias. Plus le vaisseau sanguin, généralement, c'est dans la zone ici là, à côté de la nageoire dorsale déjà. Donc du côté gauche ou du côté droit de la nageoire dorsale, nous avons beaucoup de chairs comme vous remarquez là, en quelque sorte. Donc c'est-à-dire il est question de choisir un angle ici là et injecter avec inclinaison de 30 degrés. C'est-à-dire si j'ai choisi d'injecter le poisson au niveau d'ici, ce que je fais c'est très simple. J'envoie les guides de façon horizontale là, il me ici.
Quand j'ai envoyé là, c'est ça. C'est l'angle aussi qui est important, 30 degrés déjà. Et lorsque vous avez maintenant fait, vous passez avec un massage progressif. Donc au fur et à mesure que vous mettez, vous appuyez légèrement à serre, vous faites un léger massage, vous permettez la répartition facile de l'hormone pour éviter le feedback. Parce que si vous mettez tout d'un coup, l'hormone peut revenir. Et maintenant ça n'agit pas comme il faut parce que la quantité n'a pas atteint la cible en quelque sorte. Donc c'est progressif. Vous allez progressivement. Et quand vous avez fini en principe, vous bouchez l'entrée. Comme on fait généralement à l'hôpital avec le coton, et vous retirez. Vous continuez avec le massage. Après quelques secondes maintenant, vous regardez. Si vous éclairez là, il n'y a pas retour, c'est ok. Si en retour, vous essayez d'évaluer le feedback que vous avez, vous essayez de compléter en hormones. La composition de l'injection est faite d'hormones et d'une solution saline correspondant au poids de l'animal. Cette injection va permettre la maturation des ovocytes chez la femelle. Suite à celle-ci, elle est laissée en phase de latence. Cette phase varie entre 8 heures et 12 heures de temps en fonction de la température. Les femelles ont été injectées. À présent, elles vont passer à la phase de latence. Cette phase de latence, en fait, c'est cette phase durant laquelle les gamètes vont suivre leur maturation. Et cette phase de latence là est fonction de la température. Et après cela, à une température donnée, donc, on évalue le temps nécessaire pour qu'il y ait maturation des gamètes. Et là, on passera donc au stripping et à la fécondation artificielle. Les femelles dans ce cas seront stockées dans une eau à la température de 28 degrés Celsius. Cette injection doit être pratiquée dans des zones chaudes pendant l'après-midi, moment où la température est douce. Au petit matin, après 10 heures de temps, la femelle et le mâle, précédemment isolés, sont sortis de leur sommeil pour la suite du processus. Il consiste au stripping. C'est le fait de presser le ventre de la femelle sur les côtés dans un mouvement de va-et-vient. Cet exercice nécessite une extrême délicatesse. De ce geste exécuté avec habileté, les ovocytes vont sortir du ventre de la femelle par son orifice vaginal et atterrir dans un récipient prévu à cet effet. Dans ces bols seront stockés les œufs après récolte. Mais au préalable, on va les sécher pour éviter que les œufs ne commencent à coller en quelque sorte. Nous sommes actuellement en train de réaliser le stripping. En fait, ils sont pas de légère pression abdominale. On peut donc observer l'expulsion des ovocytes du ventre de la femelle. L'action va s'arrêter dès qu'on observera au bout de la partie génitale du sang. Étant donné que la première fois déjà, on a vu déjà l'apparition du sang. Souvent c'est dû souvent à une petite blessure qu'on peut causer lorsqu'on appuie trop la partie génitale. Souvent c'est pas que les œufs sont finis. Quand c'est comme ça, maintenant on prend avec un autre bol pour limiter les risques. C'est juste en bas, quand vous traversez la nageoire. Voilà, c'est propre. Après cette extraction, la femelle est mise à part dans son bac pour récupération. Après le stripping déjà, nous allons mettre les poissons en repos biologique. Le temps pour elles de récupérer. Parce que l'énergie pour la sortie des œufs est vraiment très grande en fait et tout. Donc pour fournir ces œufs-là, il a dépensé beaucoup d'énergie. Il faut maintenant ce qu'on appelle le repos biologique. Donc on va la mettre là dans un bac pour le repos biologique. Parce que si elle avait les œufs sous ses frais, on va la menacer également. Dans de bonnes conditions, une femelle peut pondre en élevage intensif toutes les 6 semaines. Par la suite, le mâle est sorti de son bac, essuyé, puis excisé à partir de son ventre vers le bas pour extraction de ses gonades aux testicules. Nous voulons passer à l'extraction des gonades pour ensuite passer au prélèvement maintenant de la laitance. Dans la laitance, nous avons les spermatozoïdes en quelque sorte. Évitez de toucher la ligne pelvienne ici là. Ça c'est comme chez l'homme. Dès qu'on atteint à ce niveau-là, vous allez mourir, c'est automatique, quelque chose qu'on va faire. Les gonades, généralement, voici leur position exacte. Voici leur position exacte. Donc, quand je vais opérer maintenant, je prends mon poisson là, puis d'un coup, je m'arrête là. Quand vous avez envoyé votre doigt, Il faut éviter son orifice
de défécation, car en l'incisant, cela entraînera sa mort. Le geste est délicat. Une fouille minutieuse permet de lui enlever les testicules. Il se reconstituera avec le temps de repos et l'alimentation qui lui sera accordée. Cette technique d'ablation permet de garder le géniteur au lieu de l'abattre. On a donc réalisé l'ablation des testicules et c'est de retrouver au niveau des différents lobes qu'on retrouve sur les testicules. Cette substance blanchâtre, généralement appelée l'étance. En fait, il faut environ 5 à 6 ml pour 1 kg d'œuf. 5 à 6 ml de l'étance pour 1 kg d'œuf. En principe, quelques gouttes suffisent. Les testicules à leur tour, après être prélevés, nous devons essuyer le sang parce que le sang est capable d'inhiber la fertilisation en quelque sorte. Donc il est très important de retirer le sang sur la gonade avant l'extraction de la laitance ou la récolte de la laitance. L'ablation partielle permet aux testicules du mâle de se reconstituer entièrement avec du temps. Par contre, le retrait total des testicules du mâle le met dans le registre des animaux castrés. Le mâle prélevé est recousu, puis mis au repos pour récupération. Après donc l'incision du ventre et l'ablation des testicules, on va donc recouvrir en fait le ventre du mâle pour qu'il puisse continuer en fait sa croissance. Ici, généralement l'objectif visé par exemple la régénération des testicules lorsque ceux-ci sont coupés partiellement. Donc, étant donné qu'on a retiré que ces testicules chez chaque mâle, ces mâles pourraient être réutilisés 3 mois après. Nous essayons de régulariser les interespaces entre les différents points. Nous essayons de réduire au maximum le nombre de points pour faciliter la cicatrisation chez le poisson. Après avoir fini cette étape, généralement il faut désinfecter pour éviter les risques d'infection. C'est ce que nous essayons de faire avec l'alcool. Nous désinfectons. L'alcool est à 80%, nous diluons jusqu'à 10% d'eau. Et là, après, nous allons ajouter les antibiotiques. Dans l'interstice là. Là, ces poissons seront placés dans les bacs à convalescence où ils ne seront pas nourris pendant un certain temps. De peur que quand manger, ça va gonfler l'abdomen et détruire nos points de suture. Là, nous avons les géniteurs après utilisation. Après extraction des gonades, on recouvre le ventre et nous les laissons dans ce bac durant 2 semaines. Ils ont 3 destinations. Premièrement, ils peuvent être vendus comme poissons de table. Secondo, on peut utiliser leurs hypophyses pour la prochaine reproduction, c'est-à-dire couper la tête, de retirer l'hypophyse pour injecter aux femelles lors de la prochaine reproduction, ou laisser pour régénération. Étant donné qu'on a fait une ablation de la gonade des 3 quarts, la régénération sera effectuée après 7 mois. Donc après 7 mois, le testicule sera reconstitué et être prêt à l'utilisation. Durant ces 2 semaines, on ne les alimente pas, parce que sinon la plaie va s'ouvrir. Donc ils sont à jeun. C'est après 2 semaines qu'on peut les nourrir en fonction de l'orientation qu'on veut leur donner. Si pour une régénération, on les nourrit avec aliments pour géniteurs. Si c'est pour la vente, on peut nourrir encore une semaine pour qu'ils puissent récupérer le poids qu'ils avaient au départ. Parce que lorsqu'ils sont à jeun, là, il y aura perte de poids. Les testicules sont sectionnés pour en extraire de la laitance. Ce liquide blanchâtre va féconder les ovocytes pour obtenir des œufs. À ce mélange est associé de l'eau physiologique, donc le volume correspond à celui des ovocytes. Un léger balancement du mélange de ces différentes composantes permet d'avoir une bonne homogénéité. Lorsque nous avons pu avoir ces 2 gonades, nous pouvons passer maintenant à la fécondation proprement dit. Celle-ci là va se faire par l'ajout de quelques millilitres de laitance, environ 5 à 6 millilitres de laitance pour 1 kg d'œuf. Ensuite, nous allons ajouter un liquide physiologique. Ce liquide physiologique va nous permettre d'activer le sperme et également d'éviter que les œufs ne collent. Parce que si nous utilisons l'eau, généralement, les œufs collent un peu plus facilement.
Donc ici là, il faut utiliser une solution physiologique telle que l'eau distillée et l'eau salée à 9% en quelque sorte. Passé cette phase de fécondation, les œufs vont être étalés dans des clés d'incubation. Les œufs sont repartis sur toute la surface grillagée pour éviter des accumulations les uns sur les autres. Il permet également de réduire le risque de non-fécondation. Les ouvertures des mailles des clés doivent être inférieures ou égales à 1 mm et la température de l'eau du bassin d'incubation comprise entre 24 et 30 degrés Celsius. Avant l'incubation, les bacs devant accueillir les œufs sont traités de toute infection microbienne et l'eau dégarnie de toute contamination. En ce moment, lorsque les œufs sont au contact de l'eau, ces œufs-là vont directement adhérer aux mailles des clés d'incubation. Et c'est donc à partir de ce moment que commence l'incubation en fonction de la température de l'eau. On étale justement pour que les œufs n'adhèrent pas, ne s'agglutinent pas au même endroit. Et aussi permettre la libération des larves juste après éclosion. On appelle ça des clés d'incubation. Elles sont déposées sur de l'eau. C'est où on déverse le mélange ovocyte plus sperme, c'est-à-dire les œufs. 24 à 30 heures plus tard, les œufs vont éclore et donner les premières larves. Nos bébés sont venus au monde et commencent à se nourrir par l'aliment naturel situé dans une poche en dessous de leur abdomen. C'est la poche pitéline. 24 heures plus tard, à une température de 29 degrés, il y a éclosion. Là, par exemple, nous sortons d'une éclosion où les larves ont une journée. Parce que l'éclosion a eu hier, aujourd'hui c'est le jour 1. Les larves ne sont pas nourries durant 3 jours. À partir du 3e jour, ils sont alimentés. C'est là où le travail commence. Cette grande phase terminée, intervient alors une des articulations les plus importantes de la production artificielle d'alevin, le Clarias cariapulus. C'est le suivi lavaire. À des intervalles de temps réguliers, 2 à 3 heures de temps. Je donne d'abord un peu, je les observe manger, je continue au bac suivant. Juste après l'éclosion des œufs, on va donc passer au suivi lavaire, qui est l'une des étapes les plus importantes dans la production en fait des alevins, le Clarias cariapulus, qui a également été un maillon important de la chaîne de valeur de la pisciculture au Cameroun. Mesdames et messieurs, on se retrouve après un bon moment d'apprentissage, n'est-ce pas? Alors, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous invitons à être des nôtres très prochainement, mardi prochain précisément, quand il sera 22h00 sur ces mêmes antennes de Canal 2 International. Bonne fin de soirée à tous.